Je débute, les retardataires nous rejoindront. Donc, la première chose que je veux dire, et vraiment j'y tiens beaucoup, c'est que je remercie toutes les infirmières, toutes les IDEL. On sait que notre cabinet est maintenant assez spécialisé sur les infirmières libérales et sur les auxiliaires médicaux au sens général. Mais je remercie les IDEL. J'ai eu des appels des IDEL. Il faut quand même savoir une chose importante, c'est qu'elles n'ont pas d'outils, elles n'ont pas de masque, elles n'ont pas de gants. Elles vont chez les clients, ça veut dire qu'elles risquent parfois leur vie parce qu'elles peuvent choper le coronavirus. Et le pire, c'est qu'elles ramènent ça à la maison et qu'à la maison, elles peuvent éventuellement intoxiquer leurs propres enfants et leurs époux. Donc franchement, gros soutien envers les infirmières. Je vous remercie et j'espère que l'État va enfin comprendre que votre profession est indispensable. Et il faut malheureusement qu'on arrive dans une situation comme celle-ci pour qu'on se rende compte que c'est vraiment indispensable. Nous avons tous des métiers, tout le monde est utile, mais vraiment les infirmières, bravo. Et je les félicite et je les applaudis. J'attends pas 20 heures. Voilà. Donc ça, c'était le premier point que je voulais quand même aborder. Ensuite, on va aborder dans l'ordre des choses. Premier ordre des choses, quand ils ont commencé à annoncer les fermetures professionnelles, c'est un arrêté que je vais vous montrer. C'est l'arrêté ici du 15 mars 2020. Donc, tout ce que je vais dire et tous les supports visuels que j'ai ici dans les mains, vous le trouverez sur le site déficonseil.com avec une page spéciale coronavirus. À l'intérieur de ça, vous allez trouver des outils, notamment les attestations. Vous allez trouver des informations comme celle-ci que je souligne, que j'annote pour que vous puissiez en prendre mieux lecture. Donc, sachez quand même que ça va essayer de vous guider un petit peu sur ce qui se passe. Donc, je tiens à le dire, tout par-delà de cet arrêté du 15, qui a été revu ensuite le 16 pour ajouter le tabac. Pourquoi? Parce que cet arrêté précise que tous les commerces qui reçoivent du public sont obligés d'être fermés. D'accord? On parle bien de commerces recevant du public. On ne parle pas de tous les métiers. Donc, à l'intérieur de ces commerces qui peuvent recevoir du public, ils ont fait des exceptions. C'est l'article M. Vous avez une liste ici d'exceptions. Je me suis permis d'en souligner quelques-unes qui concernent ma propre clientèle, notamment tout ce qui sera concession automobile, réparation mécanique, réparation de cycles, de télé, d'ordinateur, etc. Vous pouvez être ouvert, il n'y a aucun problème. Notamment tout ce qui est produits forcément de santé et tout ce qui est lié à l'alimentaire, vous devez même être ouvert. D'accord? Ce sont toutes les professions donc qui sont ici dans ce décret interdit de travailler le non-alimentaire et qu'il n'y ait pas de première nécessité. La communication, l'État a dit que c'était première nécessité. Magasin de télé, par exemple, il a le droit d'être ouvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux ouvrir mon commerce, mais ça ne veut pas dire que je dois faire prendre des risques aux gens. Donc, c'est pour ça que vous avez beaucoup de commerces qui ont mis les gestes barrières, parce que c'est marqué dans l'arrêté, vous devez respecter les gestes barrières. Donc, 2 mètres, tous les 1 mètre, un feutré au scotch, quoi que ce soit, 2 mètres des masques, mais malheureusement, on n'en a pas, ou de tenir une certaine distance. Donc, vous ne pouvez pas saluer, mais vous pouvez très bien utiliser tout un tas d'artifices pour essayer de respecter au mieux ces critères-là. Je sais que c'est bien beau parce qu'ils annoncent ça, mais ce n'est pas parce que, grosso merdo, je peux recevoir que les clients vont venir, parce que maintenant, tout le monde est confiné. J'en suis bien conscient. Suite à ça, ils nous ont donc pondu un autre texte, peu de temps après, en nous parlant de chômage partiel. D'accord? C'est une donne importante. Donc, le premier, c'est que ce n'est pas tous les commerces qui sont fermés, uniquement les commerces recevant du public, sauf certains qui peuvent quand même être ouverts. Sinon, je ne vois pas les questions, je ne peux pas les voir maintenant. Sinon, donc, les métiers de l'artisanat, je suis désolé, ils travaillent. Il n'a jamais été dit que vous ne pouvez pas travailler. Certes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas forcément envoyer mes salariés au travail, puisque de toute façon, les clients ne veulent pas me recevoir. Donc déjà, c'est un premier problème. Ensuite, ça veut dire que mes propres salariés, eux-mêmes, vont me dire « mais moi, je ne veux pas travailler, je prends un risque ». Attention, c'est même noté dans ce que vous allez voir tout à l'heure. Vous avez publié hier soir à 18h30 le FAQ du ministère de l'économie. Vous l'aurez sur le site tout à l'heure. Ce FAQ, je n'ai pas eu le temps de complètement le lire, mais il précise par exemple, si je me permets de faire un point très succinct, mais qui a quand même son importance, puisque je pense que c'est celui qu'il faut vous lire. Les adaptations qu'on vient de parler sont de nature à garantir la protection des salariés tout en assurant le maintien de l'activité économique indispensable à nos approvisionnements et aux services publics.
Le gouvernement appelle donc à la responsabilité de chacun et demande aux salariés de se rendre sur leur lieu de travail lorsque le télétravail n'est pas possible. La philosophie des mesures gouvernementales est d'éviter autant que possible tout regroupement de personnes, mais pas forcément de travailler. Donc ça, c'est l'un des dangers de ce qu'on entend dans nos informations avec le confinement, etc. Ce n'est pas impossible de travailler. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire. Donc, si vous ne pouvez pas travailler, qu'est-ce qui se passe? Vous allez faire le chômage partiel ou chômage technique. Première des règles, vous devez aller voir sur un site, on a envoyé des news, vous avez ça sur déficonseil.com. Forcément, saturation immédiate, donc c'était impossible. Certains commencent à avoir les codes, les retours de code que vous commencez à recevoir, qu'il faudra ensuite nous transmettre si on a le contrat de prestation. Ça vous permet d'ouvrir l'espace des chômages techniques. Ensuite, le reste, ça se verra sur la fiche de paye et sur les demandes qu'on devra faire, nous, à l'ASP. Donc, ça veut dire qu'on déclinera le nombre d'heures de chômage partiel. Donc, le chômage partiel, soit vos salariés, vous êtes fermés, vous n'avez pas le choix, soit vos salariés, ils ne peuvent pas travailler, donc vous n'aurez pas le choix non plus. Soit, si le salarié, par contre, c'est plus vicieux, demande le droit de retrait parce que vous voulez l'envoyer travailler, mais il ne veut pas travailler, là, on est dans le droit du travail, c'est beaucoup plus complexe et ça sera du cas par cas. En théorie, vous avez le droit de refuser son retrait, mais en pratique, si jamais il se passe quoi que ce soit, on va vous accuser et vous serez le fautif, vous le professionnel, parce que vous n'avez pas pensé à sa sécurité, c'est une obligation de résultat. À ce titre-là, pensez tous à votre document unique des risques professionnels pour ceux qui emploient quelqu'un. D'accord? Donc, une fois que j'ai la notion de chômage partiel, je me suis inscrit sur le site. J'obtiens 72 heures après, éventuellement, les codes. Une fois que j'ai les codes, qu'est-ce qui va se passer? On vous a mis sur Internet un guide du chômage technique. Ce guide-là, il explique comment ça se passera sur les fiches de paye. Ce qu'on a voulu faire, on a voulu être pratico-pratique. Par exemple, vous avez un exemple d'une fiche de paye pour quelqu'un qui est au SMIC le mois complet. Ensuite, vous avez un exemple d'une fiche de paye de quelqu'un qui aura travaillé que 70 heures ce mois-ci. Pourquoi 70 heures? En fait, c'est du 1er au 15. Puisque la mensualisation dit que quand on a une séparation comme ça en cours de mois, on doit tenir compte du nombre d'heures effectives de travail. Donc, on a pris le temps effectif de travail du 1er au 15. D'accord? Bon, peut-être à 1 heure près, on ne va pas se battre là-dessus. Et ensuite, on a considéré que le reste du mois, ils étaient en chômage technique total. D'accord? Et on vous a fait une fiche de paye qui explique les calculs. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez des flèches de partout, des couleurs et autres, pour vous expliquer ce qui se passera sur le bulletin de paye. En gros, il faut quand même savoir deux choses. La première, c'est que le salarié qui touchera 1072 euros s'il est en chômage partiel, alors qu'il aurait touché 1189 s'il a un temps de travail normal. D'accord? Donc, il y a une déperdition d'une centaine d'euros. Pour l'instant, parce que l'État est en train de dire qu'on ne perdra pas, ils augmenteront les taux du chômage partiel. Ensuite, est-ce anormal ou pas anormal que le salarié perde moins de 10% de son salaire, sachant que si on prend la règle des 10% sur les impôts, on a 10% de frais réels. Donc, pourquoi pas, après tout? Il n'empêche que, normalement, enfin, dans ce cas-là, le salarié perdra très peu, voire même pas du tout, selon les réformes qui vont sortir, qu'on n'a pas encore. L'employeur, de son côté, va mettre une indemnité spécifique qui est non soumise à charge sociale. Et cette indemnité, il pourra en obtenir le remboursement par l'État dans une limite actuelle de 7,74 euros par heure, ce qui veut dire légèrement plus qu'au SMIC. À ce moment-là, un employeur qui aura son salarié qui est au SMIC, en gros, c'est un merlot. Ce qu'il a rémunéré du 1er au 15 mars, c'est sa rémunération normale qu'il doit verser au salarié. Passer au chômage technique, ça ne lui coûte plus rien si son salarié est au SMIC. Par contre, dans le même outil, vous aurez la simulation pour un salarié à 2100 euros brut. Si le salarié il est à 2100 euros brut, là, il y aura un petit coût pour l'entreprise qu'on a calculé qui sera de 164 euros. En l'état actuel, je rappelle, pour quelqu'un avec 2100 euros brut, 164 euros de coût de l'entreprise. Et une diminution du même ordre pour le salarié. Pour l'instant, aucun texte, les FAQ, tout ce qui est sorti, on reste dans l'indemnisation qui existait auparavant de 70%. Il est simplifié, il est ouvert à tout le monde, il n'y a plus de limite de temps. Par contre, on n'est pas encore à une position où on augmentera à 80%, 100%, tout ce qu'on entend à la télé. Pour l'instant, ça reste faux. D'accord? Un autre plus gros problème, mais beaucoup plus important, le problème, c'est que tout le monde pense avoir le droit au chômage technique.
en se disant, bah, oui, je ne travaille pas, j'ai le chômage technique. Sauf que la directe de la Vendée a commencé à dire, mais attendez, les métiers du bâtiment, vous n'êtes pas obligés d'être fermés. Donc, si vous n'êtes pas obligé d'être fermé et que vous avez fait ce choix par vous-même, je suis désolé, mais moi, je ne rembourse pas le chômage technique. Donc là, on aura un vrai problème à avoir. C'est plutôt de se dire, mais est-ce que oui ou non, on va rembourser dans tous les cas de figure le chômage technique? Je pense honnêtement que du fait du confinement, je ne vois pas l'État remettre en cause l'indemnisation du chômage, pour ceux qui, bien sûr, n'auront pas travaillé. Donc ça va être une réalité. Mais je m'attends quand même à ce qu'ils nous demandent de le prouver. Parce que soit par des attestations de salariés, soit par des contrôleurs SAT qu'il y aura après, on ne va pas s'amuser à réclamer du chômage technique si par ailleurs je travaille. Nous, notre cabinet, par exemple, il est quasiment tout à fond pour vous, en télétravail. Moi et Véro, on est tous les deux dans les locaux, dans 600 mètres carrés, donc on n'est pas prêt de se passer le virus. Mais en attendant, on est présent, on est là. Donc, on ne pourra pas demander le chômage technique, il paraîtra normal. Donc, attention, soyez prudents, ne pensez pas tous que c'est en claquant des doigts que vous allez l'avoir. Ça sera un peu plus compliqué que ça. D'accord? Donc, le chômage partiel, ça va être ouvert à tout le monde. Pour les salariés jusqu'à 2100 €, qui est de loin le salaire médian, on est tranquille. Parce que ça ne coûtera pas très très cher. Dans les annonces qui ont été faites par l'État, ils veulent monter jusqu'à 4,5 fois le SMIC. Donc, si on monte jusqu'à 4,5 fois le SMIC en termes de rémunération, on touchera quasiment toute la clientèle qu'on a au sein du cabinet. Il n'y a pas un salarié qui ne sera pas couvert. Il y en a peut-être un ou deux par exception, mais j'en vois même pas. Donc, sinon, ce sont des indépendants ou des mandataires sociaux. Et ça, c'est notre paire de manches. Donc, de ce fait, vous serez bel et bien couvert en chômage technique. Rassurez vos salariés, ils ne perdront pas d'argent ou très peu. C'est-à-dire l'équivalent de façon des frais qu'ils auraient eu pour les travailler. Et vous, en tant que chef d'entreprise, pour le mois de mars, parce qu'on n'a pas voulu extrapoler pour le mois d'avril, pour le mois de mars, au pire, dans un salaire à 2100 € brut, ça vous coûtera 164 € par salarié. Mais je pense qu'ils vont rehausser les seuils. Donc, du coup, au lieu d'être à 7,74 €, ce sera un peu. Je pense qu'on n'aura pas de perte pour les entreprises, les petites entreprises. D'accord? Ça, c'est le chômage partiel. OK pour aller envoyer 2-3 questions tout de suite pour ceux qui veulent sur le chômage partiel avant qu'on aborde les sujets suivants qui seront le plan de soutien, notamment les fameux 1500 € pour les aides et tout ce qui sera report de charges et report d'impôts. D'accord? Ça sera un cadre général. Ensuite, on abordera d'autres sujets. S'il y en a 2 ou 3 qui veulent vous poser une question rapidement, sinon je passerai au sujet suivant. C'est bon? Apparemment, tout le monde aurait pu tout le moins compris comment ça fonctionne. Je rappelle, vous trouvez ça sur le site deficonseil.com, la page coronavirus. Pas de souci là-dessus. Ensuite, pour les libéraux, par exemple, j'ai entendu plein de choses. J'ai une question. Du 1er au 14, s'il n'y a pas de trésorerie, comment payer les salariés? Mais du 1er au 14, vous avez travaillé. Donc, le fait de ne pas avoir de trésorerie dépend de la gestion de l'entreprise. Mais vous avez travaillé. L'État va vous couvrir du 15 jusqu'au 30, je suis déjà d'accord, mais du 1er au 15, il n'y a rien d'aide pour payer les salaires. C'est votre trésorerie qui doit l'assumer. Si vraiment vous ne pouvez pas, on en parlera lundi, quels sont les recours bancaires qu'on peut essayer d'adopter, mais il n'y en aura pas autant que vous croyez. Donc, ça va être d'abord sur les fonds propres. D'accord? On me pose la question pour si on n'a plus de fournisseurs, parce qu'on ne peut plus fournir. Ben, ça sera l'un des arguments qui justifiera le chômage technique, bien évidemment. Ce que je veux vous alerter là, c'est que ce n'est pas un automatisme, mais bien sûr que tous les arguments qui justifieront que je n'ai pas pu travailler servira à la réunion. Ça, c'est bien évident. Ensuite, j'ai si un salarié est au chômage technique tout le mois d'avril, je l'ai dit tout à l'instant, je ne réponds pas pour le mois d'avril pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'on n'en sait rien et que tout ce qui est je ne sais pas, je ne réponds pas. Et je ne répondrai au fur et à mesure des tutos que je fais maintenant tous les soirs à 18 h. Si j'ai des yeux là-dessus, je répondrai. Et les salariés en temps partiel. Alors ça, c'est une très bonne question parce que dans l'accord qu'on a eu, attendez, il faut que je vous retrouve le texte. Les mesures d'urgence qui sont ici, qui sont sorties hier, il est quand même précisé une petite chose importante dans ces mesures d'urgence que vous retrouverez sur le site, que pour l'instant, rien n'est prévu pour le chômage partiel. Pour les temps partiels, pardon. L'État a dit on va s'adapter pour eux, mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc, pareil, quand j'aurai l'information réelle sur les temps partiels, j'y répondrai. Le mandataire social a-t-il droit au chômage partiel? En l'état actuel, non, on n'en sait rien. Normalement, non, mais on ne sait pas s'ils vont sortir quelque chose pour le mandataire. Mais ça ne serait pas complètement illogique. À voir. Je répondrai au fur et à mesure dans les webinaires.
On me dit, est-ce qu'une entreprise de parc et des jardins, on doit travailler? Bah, si le salarié ne fait pas son droit de retrait, oui. Pour moi, oui. Alors, au début, je disais non, parce que je disais on ne peut pas travailler. Mais en fait, oui. Dès le moment où vous assurez la sécurité du salarié, oui. Par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le camion, on ne pouvait pas mettre deux salariés. Donc, il faut y aller avec deux véhicules. Il faut dire que le salarié, il y en a un qui va, où tout le monde y va avec son propre véhicule, vous les faites travailler, vous les indemnisez pour les trajets et vous les faites travailler en faisant attention qu'ils respectent bien les distances de sécurité. La loi vous dit si vous respectez les distances, il n'y a pas de problème. Ensuite, comment se comporter si des clients ne nous paient pas? Ça, on verra ça plus tard sur le plan de trésorerie, ça sera à partir de lundi. Mais légalement, on va en parler peut-être un petit peu tout à l'heure, mais j'en parlerai un peu plus lundi parce que ça pose des problèmes de droit pur. Mais je vais en parler tout à l'heure en ce qui concerne notamment le droit des contrats pour le paiement des loyers. Et ça se rejoint. Par contre, ça voudrait bien dire que, bien sûr, les clients qui ont eu la prestation sont dans l'obligation légale de payer la prestation qu'il y a eu. La question se posera pour ceux qui ont des contrats dont la prestation n'a pas eu lieu. Si je suis une entreprise de nettoyage et je n'ai intervenu que 15 jours, eh ben, je ne peux demander que 15 jours de la prestation. Je suis un comptable, moi, ma prestation, elle est lissée sur l'année, bah, ça ne change rien dans ma prestation. Vraiment. Au contraire, moi, on fait plus de travail en plus, donc c'est pas moins. Engage-t-on sa responsabilité si un salarié est contaminé? Oui, vous l'engagez si vous n'avez pas mis toutes les mesures possibles et notamment vous ne l'avez pas mis sur votre registre unique des risques professionnels et sur le registre des risques professionnels et surtout si vous n'avez pas fait une note de service prévenue, etc. Bien sûr que vous pouvez engager la responsabilité. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises ferment parce que ça pose un gros problème sur la responsabilité du droit du travail. Alors, on mélange tout, on mélange la bonne volonté, l'économie, le droit du travail, le droit des sociétés, le droit contractuel, etc. C'est pour ça que c'est compliqué. Quid du report des échéances d'assurance? Bah, ça dépend de quelles assurances on parle. Si c'est une assurance d'un local, je suis désolé, l'assurance court toujours. Vous ne l'occupez pas, mais si ça brûle, il faut bien que vous soyez assuré. Donc, ça n'interrompra pas le contrat. Ça, c'est l'obligation des contrats. Si j'ai bien compris, mon employé travaille 24 heures, elle n'aura pas de chômage partiel. Aujourd'hui, je vous dis, je pense qu'ils vont mettre le chômage partiel en place, mais on n'a pas de texte clair qui nous dise oui. Mais je pense qu'ils le feront. Je serais très surpris qu'ils ne le prennent pas. Pour tout ce qui sera employé à domicile aussi, assistant matériel, etc., c'est en train de sortir. Là, c'est pareil, ils s'en font aperçu, c'est dans le plan d'urgence, qu'il va falloir faire quelque chose. Mais idem, on ne sait pas quoi. Donc, c'est pour ça que je veux titrer cette première réunion, et je la marquerai comme ça, c'est « Il est urgent d'attendre ». Ne stressons pas là où il n'y a pas la place de stresser. Eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font, personne ne sait ce qu'il fait. C'est le président de ce qu'il dit ou même les ministres disent des choses, oui, mais c'est bien, mais ce n'est pas la loi. Et je rappellerai que le projet de loi de finances d'urgence rectificative vient d'être sorti, enfin discuté jeudi et vendredi, mais ça veut dire qu'il faut qu'il parte au Sénat. Ensuite, il va revenir. Et en gros, pour vous faire très simple dans cette loi de finances, j'ai commencé à la lire, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a juste dit on laissera au gouvernement le choix de légiférer via des ordonnances. Maintenant, attendons les ordonnances. Et sur le gâteau, on laisse 3 mois au gouvernement pour sortir une ordonnance. Donc, je peux vous assurer qu'il est urgent d'attendre. Donc, ne stressez pas plus que ça. Je ferai des réunions tous les soirs et ça avancera petit à petit. Faites-le savoir d'ailleurs à tout le monde que je ferai des réunions. Petit à petit, on avancera comme ça. Donc, sur le chômage partiel, je m'arrête là et on passe au fait suivant. Le fait suivant, pour moi, c'est quoi? C'est les paiements des cotisations. Le paiement, alors j'ai déjà fait 20 minutes, donc on fera certainement plus d'une demi-heure aujourd'hui, je suis désolé. Les autres fois, il faudra accepter une demi-heure. Le paiement des cotisations, il nous avait dit que les cotisations seraient mises à zéro. En fait, ça n'a pas été mis à zéro, ça a été prélevé, il fallait en faire une demande sur les DSN, sauf que les DSN étaient déjà partis, puisque quand le texte a été sorti, c'était le 17 mars, mais les DSN sont envoyés au 15 mars. Donc c'était un pataquès, comme quoi on ne pouvait pas refaire. C'était tellement plus simple pour l'État de dire je mets les compteurs à zéro. Non, il a fallu qu'on fasse des fausses demandes, etc. Ça ne ressemble à rien. C'est passé comme ça. Bon, d'un autre côté, en mars, le 15 mars, on paye des charges pour les salaires du mois de février. Bon, je sais que pour beaucoup, la trésorerie pose problème. Mais attention, la trésorerie, il y a des aides spécifiques pour la trésorerie. On n'est pas en train de parler des aides de trésorerie, là. En train de ce qui se passe en pratique. Donc, les cotisations, c'est bien. Par contre, on vient de savoir, maintenant, c'est bon, on a l'accord, que pour les caisses de retraite, on peut les décaler. Donc, tous celles qui voudront décaler, vous envoyez un mail au service paye, je veux décaler mes caisses de retraite, etc. Moi, j'en appelle aussi à un certain civisme pour certains d'entre nous qui ont peut-être un peu de trésorerie. Ceux qui peuvent payer, payez maintenant, parce que de toute façon, ça ne sera qu'un report. Donc, il faudra les payer à un moment ou à un autre. Et peut-être que l'économie ne sera pas forcément mieux sur la fin de l'année, on ne sait pas trop comment ça va passer. Mais il faut être prudent, je suis assez d'accord.
Je ne sais pas, je ne vois pas des questions, mais je ne peux pas tout voir. Je ne peux pas répondre à tout parce que ça fuse de trop là. Donc du coup, pour les charges des indépendants maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc l'URSSAF a dit, l'échéance du 20 mars, je ne la prélève pas. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il y avait une échéance qui devait passer à tout le monde. Hein. Pour tous les indépendants, nos charges d'URSSAF devaient passer maintenant. Ils ne les prélèvent pas. Le RSI a dit que les caisses, les autres cotisations, cette cotisation du 20 mars qui n'est pas prélevée, parce que c'est un global, elle sera réétalée d'avril à décembre. Je suis à peu près sûr qu'en avril, ils ne prélèveront pas non plus parce qu'on ne sera pas sorti de cette tournière. Par contre, la Carpinco, elle a dit je ne prélève pas les échéances Carpinco maintenant. Par contre, je vous les réétale en novembre-décembre. Ensuite, la CARMF a suivi, la CAVEC a suivi, plein d'autres caisses ont suivi. Donc, normalement, les indépendants, vous n'avez pas de prélèvement maintenant. Solution qui restait aussi, c'était de faire des rejets de prélèvement. Si vous avez un prélèvement d'URSSAF ou autre, c'est d'en faire le rejet. Moi, je vois quelqu'un qui me dit, moi, j'ai été prélevé. Normalement, l'échéance d'URSSAF du 20 aujourd'hui, elle n'a pas été prélevée. Si c'est vraiment l'échéance du 20, vous pouvez demander à votre banque de rejeter, parce qu'il faut quand même savoir qu'un prélèvement, on a 6 semaines pour le rejeter. Donc, si vous rejetez un prélèvement d'URSSAF du 20 alors que le texte est sorti, mais que c'est peut-être pas tout mis en informatique, vous avez le droit de rejeter et vous n'aurez pas de majoration. D'accord? Donc là-dessus, ce n'est pas un souci. Je sais pas, Sylvie, vous me posez des questions, arrêtez de poser des questions, Sylvie, là-dessus, vous faites partie du cabinet, on répondra à vos questions d'interne. Donc, du coup, les cotisations Carpinco et Corchorosaf seront décalées. D'accord? Qu'est-ce qu'on doit parler maintenant en termes d'urgence que vous avez en ce moment? Vous avez ça qui est très important, où j'ai beaucoup de questions aujourd'hui, c'est le plan de soutien. Le plan de soutien dépendra donc du fonds de solidarité. Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé cette fiche-là pour les indépendants qui s'appelle le fonds de solidarité. D'accord? Alors, sachez que ça, c'est peut-être là, je vais vous pousser mon petit coup de gueule quand même. Hein, faut pas déconner. C'est une fumisterie. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une fumisterie. Pourquoi? Je prends mes lunettes pour lire. Le fonds de solidarité. Ce fonds de solidarité concerne deux types d'entreprises. Soit les entreprises dont l'activité a été fermée, le fameux arrêté qu'on a du 15, la revue le 16, c'est-à-dire toutes les entreprises de commerce qui ont reçu du public, elles sont obligées d'arrêter. Donc là, OK, on a le droit au fonds de solidarité. Pour toutes les autres, il faudra dépendre de certaines conditions. D'accord? Et ces conditions, elles sont quand même pas mal. Donc, il faut faire moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça va, ça touche beaucoup de nos clients indépendants. Pas tous, mais ça en touche quelques-uns quand même. Par contre, ça pose un autre problème. Ils ont dit que pour bénéficier du fonds de solidarité, il faudra que le chiffre d'affaires que du mois de mars soit 70% plus faible du chiffre d'affaires de mars 2019. Alors, sachant qu'on a travaillé du 1er au 15, donc on est censé avoir fait presque 50% de notre chiffre d'affaires, avoir 70% de moins de chiffre d'affaires pour avoir l'aide du fonds de solidarité, à mon avis, ce n'est pas gagné. Je ne comprends pas toute la question. Je ne peux pas tout lire, malheureusement. Donc, ça, c'est les conditions. Donc, avoir le chiffre d'affaires qui est baissé de 70%, être éventuellement dans les entreprises du commerce, ou si on n'est pas dans l'entreprise de commerce, la baisse de 70%, et avoir 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et si vous remplissez ces conditions-là, vous pourrez demander à bénéficier d'une aide de 1 500 euros. D'accord? Pour les indépendants. Il faudra faire une demande spéciale auprès et simple, par contre, à la DGFP. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va tous demander une aide à la DGFP et dans le retour de l'aide qu'on va réclamer, ils vont nous demander tout un élément qui permettra de déclarer. Je rappellerai, c'est aussi dans le site internet, que si vous demandez les reports de l'IS ou de la TVA, vous avez un tableau avec les 4 derniers mois de chiffre d'affaires à mettre, non, les 3 derniers mois de chiffre d'affaires à mettre, et je pense que l'administration fiscale va envoyer les mêmes pour obtenir l'aide. Et c'est tout un petit dossier à remplir pour être sûr de percevoir les 1005. Donc, je ne pourrai pas les remplir pour tout le monde, je n'aurai pas le temps matériel. Donc, allez sur le site voir un peu déjà à quoi ça ressemble. Vous allez pouvoir faire les demandes à la DGFP, on mettra les liens tout à l'heure. Et je pense que peu de gens vont le percevoir. Je ne m'attends pas à des gros versements en la matière. D'accord? Je pense que beaucoup vont devoir fonctionner sur la trésorerie actuelle. Donc, j'ai expliqué le chômage partiel, j'ai expliqué le report des charges, un petit peu l'aide de soutien qu'on aura.
Ensuite, on va pouvoir, derrière, demander aux banques, parce que la BPI fait un soutien aux banques, parce que quand ils vous ont annoncé un plan de 300 milliards pour aider les entreprises, en fait, ça sera 300 milliards pour les nouveaux prêts. D'accord? On demande quel est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est les recettes encaissées pour ceux qui sont éventuellement liquidés. Donc, si la baisse du chiffre d'affaires encaissé est 70% inférieure du mois de mars 2010 à 2020 à 2019, éventuellement, on rentrera dans le critère. Sinon, on ne rentre pas dans les critères. D'accord? Moins d'1 million de CA, oui, c'est tout à fait le cas. Est-ce que les consultants peuvent y prétendre? Oui, s'ils sont indépendants. Donc, sinon, s'ils sont salariés, c'est ce qu'on appelle le chômage partiel. Si la société fait plus d'1 million de chiffre d'affaires, mais fait partie des commerces qui sont fermés, à ton droit à l'aide? Oui, vous êtes systématiquement dans le chômage partiel, c'est ce que j'ai dit, parce que vous dépendez de l'arrêté du 15 mars, donc forcément, vous êtes obligé de fermer, ils vous ont demandé de fermer, donc là, vous êtes en chômage technique obligatoire. C'est pour les entreprises qui ne sont pas dans l'arrêté. L'aide sera-t-elle versée par entreprise ou par TNS? Les 1 500 €, c'est par TNS, parce que c'est un soutien à l'indépendant pour essayer de faire le parallèle au soutien qu'on donne aux salariés. Donc, ça sera par TNS. D'accord? De ce que j'ai compris des textes aujourd'hui. Donc, on a vu les aides de soutien, on a vu ça. Pour les professions de santé, quelque chose d'important, c'est que Amélie, au moins on pense à eux, a sorti des indemnités journalières spécifiques pour les professions de santé. C'est-à-dire que si jamais les professions de santé, vous êtes en contact et vous avez une mesure d'isolement, Amélie, plus, je sais que l'UNIM le fait, mais je pense qu'il y aura d'autres retraites, d'autres organismes de prévoyance vont le faire, vous couvrira sans délai de carence également. Donc, cette aide-là, 112 € par jour, c'est si j'ai le coronavirus, si j'ai une mesure d'isolement, ou d'ailleurs c'est tout, je crois, après le reste, vous le verrez, sur le support que j'ai mis là, donc vous pourrez avoir des aides. Donc ça, c'est pour les professions de santé, c'est bien parce que si on ne les aide pas, alors qu'ils viennent sauver nos vies et que derrière, ils chopent le coronavirus et qu'on ne les aide pas, excusez-moi, je trouve que la solidarité, c'est quand même normal qu'on les aide à ce moment-là, ces personnes-là en plus. Donc ensuite, une fois qu'on a vu tous les plans de soutien, donc on était en train de parler des banques. Les banques, vous pouvez leur demander des aides, mais ça, c'est à la bonne volonté des banques et là, ce n'est pas toujours gagné. La différence, c'est que si une banque vous dit qu'elle ne veut pas vous aider, vous lui dites tout de suite, et vous l'aurez l'aide BPI sur le support, vous dites tout de suite que vous demandez le soutien de la BPI. Par contre, vous ne pouvez pas aller demander à une banque le soutien de la BPI si vous avez 50 000 € sur le compte en banque. Forcément. Donc, il faudra que vous commenciez à avoir un peu plus de difficultés. C'est pour ça qu'ils veulent que vraiment beaucoup de personnes se débrouillent par eux-mêmes avant que ça soit le cas. On me demande, soyons clairs, une SAS ne peut pas prétendre à l'aide de 1 500 €. Si le gérant si le mandataire, non, c'est un mandataire social, pardon, ce n'est pas un indépendant. Donc pour l'instant, on est encore dans le flou pour les mandataires sociaux. Je suis assez d'accord. Seulement coronavirus atteint, mais pas les mesures d'isolement. Si la mesure d'isolement, c'est parce qu'on a été en contact avec quelqu'un qui avait le corona. Trop souvent, on confond la mesure d'isolement et la garde d'enfant. C'est une très bonne question pour ça d'ailleurs. L'isolement et la garde d'enfant n'ont rien à voir. Attention. Parce que mon enfant ne va pas à l'école, je me considère comme en mesure d'isolement. Ce n'est pas ça. La mesure d'isolement, c'est parce que l'ARS vous a dit que vous étiez en mesure d'isolement. Maintenant, l'ARS l'a donné au médecin. Ce n'est pas parce que vous gardez votre enfant. Quand vous gardez votre enfant, vous avez l'aide pour la garde d'enfant qui est ouverte autant aux salariés qu'aux indépendants. D'accord? Et qui vous donnera 50% du salaire pour un salarié comme une maladie. Par contre, aux indépendants, on a un petit peu encore dans le flou, on ne sait pas combien. Ça, c'est un peu magique. Ou alors, si quelqu'un a trouvé la réponse, il me le dit. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Je pense qu'on sera à peu près dans les eaux du SMIC, quoi, pour faire très simple, mais pas plus, quoi. Et 50% du SMIC, bien sûr, puisque c'est ce que touche un salarié. Mais là, on n'a pas le montant de la mesure. Il est urgent d'attendre. Il existe une aide utilisable à la région pour les problèmes de trésorerie. Oui, parce que nous avons la chance aussi au sein du cabinet d'avoir M. Giannoli, qui est un expert en aide et qui va intervenir bientôt chez Atom et qui peut essayer de trouver tout un tas de solutions et d'aides qui soient possibles imaginables. Je me rapprocherai de M. Giannoli pour s'il peut me faire un petit topo très rapide de ces aides de trésorerie qu'on peut demander d'urgence. S'il peut me faire ça, si vous m'entendez, M. Giannoli, ça serait parfait. Donc, on me pose, donc, professionnels de santé ayant dû fermer, pas d'IJ. Ben non, vous n'êtes pas malade. Ça reste le droit du contrat. Et j'allais justement rebondir sur le droit du contrat. Le droit du contrat, vous avez signé un contrat. La plupart des contrats ne prévoient pas la pandémie. Parce que vous n'avez pas été en mesure d'isolement privé parce que vous êtes en contact.
prouvé avec un arrêt maladie, vous n'êtes pas vous-même vous n'avez rien. Les chefs d'entreprise, on est largués. On va voir les mesures d'aide. 30 minutes. Oula, il faut que j'habite. Donc, je voulais quand même parler de l'obligation des contrats. Ce sera le dernier point. Et ensuite, selon les questions que j'aurai sur tout ce que les chats que vous allez faire tout à l'heure, je me servirai de ça pour essayer de faire la prochaine réunion de lundi après-midi à 18h, sachant que j'aurai certainement des informations supplémentaires à vous annoncer. Donc, le droit des contrats, je voudrais revenir sur la fameuse allocution, quand il dit on ne paiera plus les loyers. Déjà, on parle des loyers professionnels et on parle des loyers pour l'arrêté, c'est-à-dire pour les commerces qu'il a dit vous stoppez. Pourquoi il a dit ça? En fait, c'est une règle de droit toute simple. On a quand même le cas de la force majeure. Le cas de la force majeure, dans les baux commerciaux type classique, quasiment tous les baux que j'ai vus dans ma carrière, dit tout simplement que si je ne peux pas exercer parce que j'ai une interdiction d'exercer qui ne dépend pas ni du bailleur ni du locataire, cas de force majeure, je peux suspendre mon loyer. En gros, les deux sont perdants. D'accord? Mais encore, il faut respecter les termes du bail, c'est-à-dire que chacun doit aller lire son bail et dire comment je peux me permettre d'occulter la force majeure. Si maintenant je dis tout simplement, mais moi, je veux pas, je ne l'utilise pas ou je ne veux pas payer mon bail. Prenons par exemple un chirurgien dentiste. Il est dans un local, il me dit, moi je ne travaille pas, je ne veux pas payer mon bail. OK? Dans ce cas-là, moi, je suis propriétaire bailleur, je dis, mais si, tu travailles au moins sur un point. Je stocke ta marchandise professionnelle. Donc, puisque ta marchandise professionnelle est dans mon local professionnel, tu dois me payer un loyer. Si moi, par exemple, défi conseil, je suis dans les locaux, grâce à l'informatique qui est ici dans les locaux, donc je paye un loyer, j'ai l'obligation de payer le loyer. Pourquoi? Parce que sinon, le propriétaire me dit, mais moi, je respecte mon obligation. Si toi, tu n'as pas envie d'utiliser les locaux, c'est ton problème. Mais en attendant, tu t'en sers puisque tu fais du télétravail avec. Donc, confondez pas tout. Attention, un bail commercial ne pourra utiliser la force majeure que dans certains cas, et notamment les cas de l'article de l'arrêté du 15 mars, c'est-à-dire les commerces qui sont obligés de fermer. Dès le moment où j'aurai de la marchandise de stocker en dehors de ce cas de figure-là, parce que je suis dans le bâtiment, je stocke mon matériel, etc., vous devez payer vos loyers. Vous ne pourrez pas faire comme vous voulez. Et ça, c'est valable pour tous les contrats. D'accord? Bonne chose, on me dit de la part de M. Vasquez, un de nos partenaires dans les assurances, qui me dit que la FFA devrait prendre position pour les professionnels ayant fermé leur cabinet du fait d'une décision de l'ordre. Donc, on verra ce que va nous dire la FFA. Je parlerai aussi un peu des ordres, parce que les ordres, je les ai un peu là quand même. Si j'ai des fournisseurs sur les équipes veulent travailler, si nous respectons la prévention, nous sommes obligés de travailler. Non, et non, parce qu'un commerce alimentaire, si vous estimez, vous, chef d'entreprise, que c'est trop dangereux pour vos salariés par les contacts, etc., vous avez le droit de refuser. Attention, hein. C'est quand même un droit que vous avez. Après, il restera le problème, est-ce qu'on vous indemnise ou on ne vous indemnise pas? Moi, je pense qu'au chômage partiel, on va vous indemniser. Alors, concernant les loyers, je dis, le loyer, c'est le loyer et tout ce qui va avec, les charges, la taxe foncière, tout ce qui est lié au loyer, bien sûr. Hein, c'est le contrat qui continue. Cette obligation des contrats, elle est pour tout le monde, cette obligation des contrats. C'est-à-dire que ça soit un contrat pour mon photocopieur, un contrat pour mon téléphone, un contrat pour, je ne sais pas moi, tous les contrats que vous pouvez avoir, le comptable, tous les contrats que vous avez, vous ne pouvez pas déroger au paiement de votre contrat. Ce n'est pas des cas de force majeure dans la plupart des cas. Donc, vous n'avez pas le droit de faire votre propre arbitre en disant que je ne paye pas. Ce n'est pas vrai. Ne confondons pas le fait que vous devez payer vos obligations professionnelles et le fait que vous n'avez pas de trésorerie pour le payer. Mais ça, c'est la banque, c'est les garanties de l'État via BPI qui vous aidera à payer éventuellement vos charges, mais vous n'avez pas le droit de faire votre propre police, en gros, en disant, tiens, lui, je ne le paye pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, bien sûr, par la solidarité, beaucoup de gens vont dire, oui, c'est bon, je vais faire le soutien, si je peux, j'ai un trésorerie. Mais imaginez que tout le monde fait ça au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Le système va être complètement bloqué. Alors qu'il y en a qui ont de la trésorerie qui peuvent le faire, il y en a d'autres qui travaillent. Vous savez que j'ai quand même la chance d'avoir un client ou deux, ils n'ont jamais autant travaillé que maintenant. Nous, on a la chance d'avoir un client qui fait énormément d'huile essentielle. Tout le monde veut l'huile essentielle parce que ça les infecte. Donc, non, tous les métiers non plus ne sont pas en pleine crise. Il y a des métiers qui fonctionnent quand même. Donc, soyons prudents, ne coupez pas vos paiements sur les obligations de contrat. Vous mettez tout en difficulté, c'est tout ce que vous faites. Ensuite, on verra, je vous dis lundi, je vais me rapprocher de M. Giannoli aussi, pour savoir quelles sont les aides qu'on peut recourir immédiatement pour ça. L'État vous a dit,
On peut sur l'eau, sur l'électricité. Pourquoi? Parce qu'il a un pouvoir sur ces grosses entreprises dont il a une participation d'État. Il a dit sur les loyers, en gros, pour revenir à la notion de force majeure, mais pas sur le reste. Attention. Donc, certains fournisseurs pourraient s'en servir pour dire c'est une rupture abusive du contrat. Et avec toutes les contraintes que ça peut poser. Imaginez, je ne paye plus mon photocopieur et que vous êtes dans une grosse société. Pour un mois, ils n'auront peut-être rien. Le deuxième mois, on en reparle. Donc, faites très attention à ça. Je ne comprends pas la question de Johan. Dans un atelier qui n'est pas en plein air, peut-on travailler toujours pareil pour les mêmes raisons? Le virus, il dit qu'il se propage à 3 mètres ou autre. On vous a dit dans le code et même dans le FAQ qui est du ministère de l'économie qu'on doit toujours travailler mais respecter ce qu'ils nous disent, c'est-à-dire les distances de sécurité et les protections. Si vous pouvez respecter les distances de sécurité et protection, vous avez le droit de faire travailler. Ça ne veut pas dire que dans le code du travail, vous avez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Attention. Mais légalement, oui, vous avez le droit de faire travailler les salariés. Donc, moi, je vous propose plutôt de le faire sur du volontariat quand même, et de faire attention que dans les espaces, que toutes les règles soient bien sécurisées. Sinon, ils vont vous attaquer au prud'homme en disant que vous n'avez pas protégé leur santé. Donc, mais là, c'est un problème de droit du travail. Ce n'est plus un problème de ce qui se passe tout de suite. Si nous restons ouverts avec une perte de CA, aurions-nous droit à une aide? Si vous perdez plus de 70%. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'ordre des kinés. Alors, demande de privilégier les soins à domicile, mais cela devient difficile car les patients ont peur et les médecins leur disent d'arrêter les séances. Oui, forcément. Donc là, la clinique ne vient pas. C'est là où vous tomberez 70% du chiffre d'affaires et que vous aurez ces fameuses aides. Bien sûr, en fait, c'est la psychose qu'ils ont créée qui est le vrai problème dans tout ça. Bien sûr qu'il fallait le faire. Je suis d'accord qu'il fallait faire le confinement. Il faut que ça arrête de se propager. Mais ça crée une telle psychose que le système est complètement bloqué. D'ailleurs, pour les kinés, ça tombe bien. J'ai eu ça. Une cliente m'a envoyé ça. Carrément, l'ordre des chiffres. S'il vous plaît, pour moi, aujourd'hui, la première séance a été faite. Envoyez-moi vos questions, etc. Pour qu'on puisse, là, dans les 5 minutes de questions, envoyez-les. Ça fera 3 quarts d'heure aujourd'hui. Et ensuite, je recentrerai les questions pour essayer de faire le tuto le webinaire plutôt de lundi. Je fais ce que je peux. Je remercie toute mon équipe. Parce que franchement, quand j'ai vu même qu'il y a des clients qui ont eu les réactions envers nous, notamment, j'en pense à un que j'ai dû envoyer bouler, mais très sévèrement, parce que grosso merdo, ils ne se donnaient pas la peine d'aller sur le site Coronavirus. Je crois qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe pour les cabinets. Envoyez des mails sur contact@deficonseil.com. S'il vous plaît, quand vous envoyez un mail, vous marquez sur le mail à contact@deficonseil.com, vous marquez en titre, le sujet que vous voulez aborder. Et vous expliquez le sujet et vous faites un mail, une question. Une page complète de votre question, c'est juste humainement pas possible. J'ai 500 clients, c'est juste pas possible. Donc, le titre, objectif, et vous mettez ça en 2-3 lignes, pas plus. Vous faites très bref, s'il vous plaît. Et j'essaierai de répondre à un maximum de questions en ligne quand ça sera du cas par cas. Et je regrouperai les questions pour vous faire les webinaires la prochaine fois. D'accord? Courage. Faites au mieux pour tout le monde, solidarité et merci encore aux IDEL parce qu'elles sont importantes dans ce qui se passe aujourd'hui. Bientôt à lundi.